Tu rêves de démarrer ta business ou de la scaler? T'es au bon endroit. Ici Tania Marcoux, passionnée par l'entrepreneuriat et freelance en marketing web. J'ai créé le podcast Viséo pour raviver ta flamme entrepreneuriale et t'aider à réaliser tes idées les plus ambitieuses. Dans ce podcast, je discute avec des entrepreneurs variés de leur parcours unique et des meilleurs trucs pour développer son entreprise. Let's go, t'es capable de Viséo, toi aussi. Salut! Aujourd'hui, je te présente mon épisode avec mon comptable, Junior Legault. Junior, c'est pas un comptable comme les autres, c'est un comptable super humain et avec une grande fibre entrepreneuriale. On s'est connus pendant nos études et je l'ai vu démarrer plein de projets, dont son application Nightlister, sa marque de vêtements, ses écouteurs et bien plus. Tout ça l'a mené à démarrer son entreprise de comptabilité Legautrix. Ça a commencé avec des services d'impôt pour les étudiants et ça s'est beaucoup développé au cours des dernières années. Sa compagnie offre maintenant plusieurs services pour les entrepreneurs et les travailleurs autonomes. Dans l'épisode, on va parler de son parcours, de ses meilleures ressources et de ses meilleurs trucs en comptabilité. Je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin et à prendre des notes parce qu'il y a une mine d'informations. Sur ce, bonne écoute! Donc, bonjour Junior, comment vas-tu aujourd'hui? Salut Tania, je vais très bien et toi? Ça va bien, merci. Je suis super contente de te recevoir sur le podcast Viséo aujourd'hui. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. Donc, pour mettre les gens en contexte, nous, on s'est rencontrés au Cégep à Maisonneuve dans le club entrepreneurial. Puis là, j'ai pu te voir évoluer à travers plein de projets jusqu'à ce que tu bâtisses ton entreprise de comptabilité aujourd'hui. Mais pour tous ceux qui n'ont aucune idée, t'es qui et qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu pourrais prendre quelques minutes pour te présenter, s'il te plaît? Bonjour à tous les auditeurs. Je suis Junior Legault, évidemment. Je suis spécialiste en fiscalité et je suis à mon propre compte présentement. C'est tout récent. Je ne sais pas si je devrais parler un peu de mon parcours, mais je suis en formation. Présentement, je suis finissant la maîtrise en fiscalité au HEC. Alors, je baigne dans le domaine de la qualité depuis plus de 10 ans maintenant, puisque effectivement, quand j'ai rencontré Tania, je faisais ma technique en comptabilité au Cégep de Maisonneuve. Alors, depuis ce temps-là, je n'ai pas lâché le morceau. OK, super. Merci pour ton parcours. On va y revenir, bien sûr. Mais ma première question, ce serait plus de remonter dans le temps. Donc, toi, très jeune, c'est quoi tes rêves? Qu'est-ce que tu avais envie de faire? Est-ce que tu rêvais à la comptabilité? C'est une très bonne question parce que je peux te dire que je pense pas que je rêvais de la comptabilité. Pour être honnête avec toi, je rêvais plus vraiment de l'aviation. En fait, mon secret, peut-être jusqu'à mes 18 ans, je voulais devenir pilote de ligne. J'ai toujours été passionné par la mécanique derrière, la science derrière les avions. Et pour moi, la meilleure façon de me rapprocher un petit peu de ça, c'était de devenir un pilote, de voyager, découvrir le monde. Mais si j'étais vraiment plus impressionné, je pense que c'était pas vraiment découvrir le monde, mais c'était plus vraiment comment l'avion vole qui m'a toujours obsédé. Et du moment où est-ce que j'ai compris vraiment toute la science derrière, je suis devenu complètement obsédé et j'ai une admiration vraiment grande pour les avions. Et petite anecdote même, si je me permets, certains étés, je vais souvent à l'aéroport faire ce qu'on appelle du plane spotting. Il y a des endroits dans différents aéroports à travers le monde qui sont aménagés pour les passionnés de l'aviation et des avions, pour qu'ils puissent venir voir les avions décoller et atterrir. Ça peut sembler un peu fou, mais un avion qui décolle et qui atterrit, il y a vraiment quelque chose de magique dans ça qui fait en sorte que plusieurs passionnés se retrouvent au bord des pistes d'aéroport et vivent leur passion de cette façon-là. OK, cool. Je savais pas ça de toi. Je savais pas non plus que ça existait. Comment t'appelles ça? Plane spotting? Du plane spotting. Alors, et même quand j'étais au cégep, certains cours, lorsque je m'ennuyais un peu dans certains cours, j'allais sur YouTube, j'écris plane spotting et je suis capable de voir comment les autres passionnés à travers le monde vivent leur passion. Et c'est vraiment, ça te permet de vivre ta passion à distance. Et de voir comment d'autres aéroports, parce que chaque aéroport est spécifique en termes de technicalité, d'approche, d'atterrissage, de pistes, d'orientation du vent, etc. Alors,
Ça permet de voir comment ça se passe ailleurs. Mais ça, c'était vraiment plus pour ma petite passion quand j'étais jeune, tout jeune jusqu'à 18 ans. Et lorsque j'ai commencé le cégep, j'ai changé de cap. Je voulais devenir journaliste de guerre parce que j'ai commencé à écouter beaucoup de documentaires sur les conflits armés à travers le monde. Et j'ai développé en fait un intérêt pour la géographie. J'aime beaucoup le jeu des capitales. Je suis compétitif quand vient le temps de jouer à des jeux de géographie ou de connaissances générales. Alors, j'ai voulu devenir journaliste de guerre et je me suis inscrit au cégep en sciences humaines profil monde, justement, pour pouvoir réaliser cela, mais les plans ont changé en cours de route. Qu'est-ce qui ont fait que les plans ont changé? Je te dirais que, bon, il y a ma mère qui est rentrée dans le décor. J'étais au cégep, première session, c'est elle qui paie mes frais de scolarité. Et maman africaine, on sait un petit peu les attentes typiques des enfants, c'est vraiment les professions dignes de respect, médecin, avocat, scientifique, ingénieur, comptable. Alors moi, en sciences humaines profil monde, qui voulait couvrir des conflits armés, ça rentrait pas vraiment dans le cadre des aspirations des mamans africaines pour les enfants. Alors j'ai eu une petite pression, peut-être pas pression, une petite stimulation d'intérêt pour la comptabilité. Elle a vu que j'aimais un petit peu les chiffres et elle m'a encouragé à peut-être m'orienter vers là. Et j'ai eu le choix de décider soit d'aller en sciences humaines administration ou de faire une technique. J'ai décidé de faire la technique. Je me suis lancé vraiment à l'eau dans l'inconnu un petit peu. Mais très, très, très rapidement, je pense que la connexion s'est faite. Je pense que c'est vraiment, ça s'est fait naturellement. Et depuis ce temps-là, on ne s'est pas lâché, la comptabilité et moi. Wow! OK. Donc, tu as fait la technique en compta au cégep. Après ça, c'est quoi les autres programmes que tu as fait? Puis, quels emplois tu as occupés aussi dans ce domaine-là jusqu'à maintenant? Alors, j'ai commencé la technique au cégep de Maisonneuve en comptabilité, gestion, option, finance. Ensuite, j'étais technicien comptable. En parallèle, j'ai poursuivi mes études à l'université au baccalauréat en sciences comptables à l'UQAM. J'ai aussi un DESS, un diplôme d'études supérieures spécialisé en comptabilité de l'Université du Québec à Trois-Rivières, l'UQTR. Par la suite, j'ai fait mon examen de l'ordre des CPA en 2018 que j'ai réussi. C'est un examen de 3 jours vraiment demandant. Et l'année dernière, en 2020, déjà il y a 2 ans déjà de cela, c'est fou comment le temps passe vite. Je me suis inscrit à la maîtrise en fiscalité au HEC de Montréal que je devrais terminer cette année. Alors ça, c'est pour mon parcours académique. Au niveau professionnel, j'ai occupé des fonctions d'auditeur en cabinet. J'ai été également analyste financier dans une usine de production sur la rive sud de Montréal. J'ai été TVF chez Revenu Québec et jusqu'à tout récemment, j'étais spécialiste en fiscalité pour un cabinet au centre-ville. OK, bien, tout d'abord, félicitations. Je ne sais pas comment... Alors, l'expérience est libre. Merci. J'avoue que la compta, j'aime ça, mais pas pour en manger autant que toi, disons. Mais je sais qu'à travers tout ce que tu as raconté, tu as eu des projets entrepreneuriales. D'où est née ta passion pour l'entrepreneuriat? Puis peux-tu aussi nous raconter là, justement ton parcours plus sous cet aspect entrepreneurial-là? C'est fou comment je peux parler de mon histoire et on dirait quasiment que l'entrepreneuriat n'existe pas, alors que l'entrepreneuriat, je pense, c'est ce qui me nourrit et me motive le plus. Mais on dirait que la comptabilité a pris toute la place. Mais je pense que c'était un peu dans mes plans de vie ou de carrière de faire la place pour la comptabilité en première partie pour pouvoir acquérir une certaine expérience, pouvoir approfondir mes connaissances et par la suite justement faire le switch de mettre plus l'entrepreneuriat de l'avant. Alors l'entrepreneuriat, si je peux revenir encore plus loin que jusqu'à moi, ma grand-mère était entrepreneur. Elle avait des commerces. Mon père était un grand entrepreneur lorsque nous étions dans mon pays. Même quand il est arrivé ici au Canada, il a ouvert un commerce. Alors, l'entrepreneuriat, je pense que j'avais des chances via l'ADN de devenir entrepreneur moi aussi.
Mais je pense que la grande découverte, ça s'est fait au cégep, à peu près lorsque nous sommes rencontrés au Club des entrepreneurs. Là, j'ai commencé, je pense aussi ça a été cultivé par la technique, parce que la technique, justement, tu vois les chiffres, les états financiers, on parlait d'entreprise, de projets. Alors, ça a comme stimulé un petit peu ce côté-là en moi. Et la première tentative a commencé avec Julien et Taille, lorsque nous avons lancé Nightlister, l'application pour permettre aux jeunes de sortir en boîte de nuit via leur téléphone sans avoir à connaître un promoteur et sans avoir des difficultés à rentrer dans un club. C'était un projet fort intéressant. On voulait vraiment résoudre un problème, mais qui n'était pas un problème de subsistance ou un problème humanitaire. C'était plus un problème de jeunes qui voulaient sortir s'amuser. Alors, je pense qu'on a beaucoup appris de ce projet-là. Ça a été très révélateur, très formateur. Mais ça a été vraiment la bougie d'allumage. Ça a enlevé par la suite YAVZ, la compagnie de vêtements que j'ai développée durant le baccalauréat en sciences comptables. Projet super intéressant encore une fois. Je pense que ça a amené à développer tout ce qui est de l'aspect de chaîne d'approvisionnement, fabriquer des vêtements en Asie, faire venir les différents matériaux de peu partout à travers le monde, faire l'assemblage final à Montréal et la distribuer à travers le monde. C'était un beau challenge. Ça a vraiment fait ressortir en moi qu'au-delà de la comptabilité, je pense que j'avais des habiletés dans d'autres domaines et que c'était pas que la comptabilité ma force. Ensuite, je dirais qu'après Nightlister, il y a eu quelques autres petits projets. J'ai gagné un prix, si ma mémoire est bonne, je pense en 2018 ou en 2017 peut-être, avec le RGE, le réseau de jeunes entrepreneurs. C'était un prix qui était remis par la Fondation Montréal Inc. J'avais développé un écouteur. En fait, j'ai développé un prototype, en fait, un croquis en fait d'écouteurs sans fil. C'est un projet d'ailleurs que j'espère un jour avoir la chance de pouvoir m'y remettre et pouvoir le faire voir le jour. C'est un projet que si je le réalise pas, quelqu'un d'autre à travers le monde va le faire, une de ces grandes entreprises va le faire. Le but était de développer un écouteur complètement autonome et intelligent. Alors, je garde un peu le secret pour pas trop en dire. Mais ce projet-là, pourquoi je me suis pas focusé là-dessus à 100%, c'est que j'ai commencé ça a été les premiers moments de ma vie où est-ce que l'entrepreneuriat et la comptabilité rentraient vraiment en confrontation en termes de consommation de temps. Être entrepreneur à temps partiel, c'est très, très, très demandant lorsqu'on occupe des emplois à temps plein, surtout en comptabilité. Alors, j'ai dû faire un choix. Il fallait que je me concentre sur le travail, je me concentre à réussir mon examen de l'ordre. Donc, j'ai dû faire un choix de mettre sur pause un petit peu ce projet d'écouteur. Et lorsque j'ai fini mon examen de l'ordre, malheureusement, j'ai perdu un peu de momentum, j'ai perdu un peu de motivation quant à reprendre le projet. Donc, il est resté sur pause depuis ce temps-là. Puis depuis, j'ai pas relancé les activités malheureusement. Mais en parallèle, durant le bac, un de mes amis et moi, nous avons commencé à faire les déclarations d'impôts des étudiants. Vraiment, on parle de peut-être une dizaine de déclarations pour commencer. C'était simplement de l'argent de poche. C'était simplement, on étudiait dans le domaine. On savait comment faire les déclarations d'impôts. On voulait juste aider et se faire un peu de sous. Alors, c'est comme ça que l'idée de peut-être créer un cabinet a vu le jour. Mais à l'instant même, si ce jour-là, si tu m'avais dit que ce serait devenu ce que c'est aujourd'hui, je pense que j'aurais jamais cru. Alors, ça a juste commencé comme ça. Il y a des fils en aiguille, d'année en année. Les étudiants pour qui on faisait les déclarations d'impôts nous référaient d'autres amis et tranquillement, ça a pris de l'ampleur. Je pense que c'est pas avant peut-être il y a 2 ans que j'ai vraiment réalisé qu'il y avait vraiment un potentiel derrière ce projet-là. Et aujourd'hui, justement, ce projet-là s'appelle le Gotrix Service Comptable. Et c'est un cabinet qui offre des services comptable, complet, adapté vraiment pour la clientèle des PME, TPE, start-up et des travailleurs autonomes. Les services vont autant de la formation que de la déclaration d'impôt des sociétés ou des particuliers. Service conseil, tenue de livre, vraiment, analyse financière. On offre tout ce qu'un entrepreneur ou un travailleur autonome a besoin pour répondre à ses obligations fiscales. OK. Puis, ce serait quoi les grandes étapes clés que tu dirais qui t'ont permis là, de bâtir justement cette entreprise-là que tu vois aujourd'hui et que tu trouves
super, je sais pas comment dire ça, mais Mais je dirais qui a pris beaucoup étapes, d'ampleur, en fait. ouais, les étapes clés, je pense que faut se donner le temps. Je pense que la première chose que je dirais à toute personne qui désire se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat ou qui décide de se lancer à son propre compte, faut se donner le temps. Je pense qu'on le dit assez souvent, les bonnes choses prennent du temps, mais rien n'est que de le vivre. Encore une fois, je reviens en 2015 durant le bac, on faisait les déclarations pour peut-être une dizaine de personnes. Je pense que les chiffres d'affaires, si je peux pas appeler ça chiffre d'affaires, je pense qu'on s'est fait peut-être $100 d'argent de poche ou $150 cette année-là, divisé par 2 personnes. Alors, ça a pris quoi? On est quoi, 7 ans plus tard aujourd'hui? Alors, c'est juste le temps en premier lieu et d'y aller étape par étape. Si en 2015, j'avais voulu bâtir quelque chose de très formel, j'avais peu d'expérience, j'avais pas encore la formation académique que j'ai aujourd'hui. Alors, j'ai accepté à travers le temps que je devais prioriser plus, gagner l'expérience professionnelle et continuer à me former académiquement, tout en préservant un petit peu le petit projet qui était encore embryonnaire à cette époque-là. Alors, c'est comme ça que d'année en année, malgré l'école à temps partiel, le travail à temps plein, il y avait encore quand même le Gotrix qui à l'époque s'appelait Student Tax Return. C'était vraiment axé que pour les étudiants. Alors, c'est en fait, l'élément central, c'était vraiment de donner le temps, mais entre-temps, il fallait nourrir aussi l'ambition entrepreneuriale. Je pense que c'est ce qui nous a vraiment aidé ou qui m'a aidé personnellement dans mon développement. Et comment je réussissais en fait à nourrir cette ambition, c'est à travers les livres. Je pense que les livres ont joué une place prépondérante dans mon développement. C'est dans les livres que j'ai appris vraiment que l'entrepreneuriat, c'était ce que je voulais faire de ma vie. C'est dans les livres que j'ai appris que la résilience, il y a des choses qu'on vit dans la vie qui développent la résilience, mais lorsqu'on n'a pas vécu, on n'a pas encore vraiment ancré ça en nous, mais à travers les livres, on peut déjà au moins développer ces aptitudes-là. Alors, les livres m'ont tout appris. La discipline, l'éthique de travail, se fixer des objectifs, s'écouter, se développer, rester concentré. Alors, c'est à travers les livres que j'ai vraiment tout appris ça. Et c'est ça qui m'a aidé aujourd'hui à me rendre ce que je suis rendu aujourd'hui. OK. Puis, c'était une de mes questions pour plus tard, mais je pense que je vais te la poser tout de suite. Est-ce que tu as des livres en particulier qui t'ont marqué à travers ton parcours et que tu conseillerais aux gens qui commencent? Je dirais que, en fait, c'est drôle pour les gens qui vont écouter ce podcast parce qu'on a commencé très fort en comptabilité. Là, on est dans l'entrepreneuriat. Alors, juste pour rassurer les gens, je suis un hybride. Je ne sais pas si je peux avoir la prétention de le dire, mais je suis vraiment un entrepreneur avec une formation comptable et fiscale. Alors, il se peut que durant la conversation de cet échange, des fois, on est très plongé dans l'entrepreneuriat, mais la fiscalité et la comptabilité ont tout autant leur place. Les livres que j'aurais à recommander, c'est vraiment le livre central pour moi, c'est No Excuse de Brian Tracy. Okay. C'est un livre qui a complètement forgé en moi mon esprit entrepreneurial et vraiment, je pense qu'après avoir lu ce livre-là, je suis rentré dans une espèce de tunnel où est-ce que j'avais qu'un seul objectif, me réaliser et me développer en tant qu'entrepreneur. Et ouais, je dirais que c'est le premier. Sinon, j'aime bien lire aussi les livres de développement personnel. Il y a Le Moine qui vendit sa Ferrari, qui est un excellent livre pour vraiment tâter le terrain, voir si est-ce que c'est vraiment l'entrepreneuriat ou est-ce que c'est vraiment... En fait, ça va au-delà de l'entrepreneuriat. C'est toute passion interne qu'on peut avoir, que ce soit de devenir artiste, que ce soit de devenir coureur automobile, que ce soit de devenir peintre. Alors, ce livre va vraiment stimuler, mais de l'intérieur, vraiment quasiment toucher les os. Quant à est-ce que c'est vraiment ça que tu peux le faire? Oui, ok, vas-y, fais-le. Alors, Le Moine qui vendit sa Ferrari m'a électrocuté, si je peux dire ça aussi. Un dernier livre, pour terminer, je dirais, c'est 10X de, comment il s'appelle, Grant Cardone. C'est un livre qui va vraiment venir donner une dimension
gigantesque à toute idée ou tout projet ou toute affaire qu'on veut lancer. Le concept est simple, c'est si ça t'a pris 10 appels pour gagner un client, si tu veux 10 clients, tu dois faire 10 fois plus d'appels. Alors, c'est un concept assez simple. Ouais. OK, super. J'ai pas encore lu No Excuses 10X, mais j'en ai entendu parler. Puis Le Moine qui vendit sa Ferrari, je l'avais lu aussi, c'est super bon. Je pense que ça amène à beaucoup de réflexion. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres ressources qui t'ont aidé pendant ton parcours, que ce soit des rencontres, des mentors, des programmes, ou est-ce que tu penses à d'autres choses? Mais c'est sûr que le réseau, c'est souvent quelque chose qu'on parle, mais c'est d'une importance cruciale. C'est grâce au réseau, justement, que j'ai fait ta rencontre. Si je n'étais pas inscrit au Club des entrepreneurs du Cégep de Maisonneuve, on nous sommes déjà rencontrés. Aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Je pense que le réseautage, c'est crucial. Se bâtir un réseau d'entrepreneurs, c'est important parce qu'on vit des choses qui sont très uniques et différentes, propres à chacun. Alors, d'échanger et de pouvoir partager, ça amène un peu de réconfort. L'entrepreneuriat, ce côté de solitude qui peut des fois être dangereux, on commence à en parler de plus en plus par rapport à la santé mentale des entrepreneurs. Alors, d'avoir un réseau de personnes avec qui on peut parler ou qu'on peut partager nos difficultés, nos défis et les relever ensemble, ça peut des fois être très important. Je pense dans mon entourage, de voir mon père m'a beaucoup motivé, mon oncle également, qui a une entreprise dans l'ingénierie spécialisée dans les carburants fossiles. Okay. Et je pense aussi que j'ai des amis qui sont entrepreneurs, alors ça a joué un impact définitivement. OK, ça fait du sens. Puis, ce serait quoi les plus gros challenges que tu dirais que tu as rencontrés en bâtissant le GoTrix, puis comment tu as réussi à les surpasser? Je pense que le gros challenge a toujours été le temps, parce que jusqu'à tout récemment, j'étais à l'emploi continuellement. C'était le temps consacré à mes projets personnels était, je pense, le plus gros challenge que j'ai vécu jusqu'à présent dans ma vie. Pour te donner une idée, lorsque j'étais spécialiste en fiscalité dans le cabinet pour lequel je travaillais, je faisais mes journées de 8 à 6 à peu près. Quand je rentrais à la maison, j'avais 2 cours par semaine. Soit j'étais à l'école de 6h45 à 9h45, soit j'étais en train de travailler sur le GoTrix. Alors, j'ai souvent eu des grosses journées, des grosses fins de semaine. Malheureusement, les seuls temps que j'avais pour me consacrer à mes projets, c'était soit mon heure de lunch, mais soit après le travail, les fins de semaine. Je pense que c'est ça le plus gros challenge. J'ai dû faire des sacrifices énormes. J'ai dû sacrifier ma vie sociale par moment. Je pense que dans les 2 dernières années, dans le milieu du réseautage, j'ai été totalement absent ou presque parce que j'avais pas nécessairement le temps. J'ai dû remettre mon focus sur ce qui était plus important pour moi en tout cas. Et je dirais c'est ça, mais sinon pour l'instant actuellement, c'est de réussir à trouver un équilibre parfait dans la croissance que je veux pour le GoTrix et également aussi de trouver un équilibre entre le GoTrix et mes autres projets que j'aimerais entreprendre parce que je pense que le GoTrix a été pour moi l'option facile pour devenir entrepreneur puisque j'étais déjà étudiant en comptabilité, j'ai étudié en fiscalité, créer son propre cabinet, c'est trop facile. Alors, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, pour me définir vraiment comme, en tout cas, selon moi, pour me définir vraiment d'avoir cet esprit entrepreneurial, c'est de créer autre chose qui ne serait pas de ce domaine-là, de la comptabilité, de la fiscalité, pour vraiment faire parler mon esprit entrepreneurial. OK, ça fait du sens. Puis là, tu disais que pendant beaucoup de temps, dans les dernières années, tu faisais beaucoup de choses, tu travaillais, tu faisais l'entreprise durant tes fins de semaine, mais si tu avais à recommencer demain, en ayant la même vie, là, en devant travailler, étudier, est-ce que tu ferais les choses différemment ou tu ferais exactement comme tu fais? Pour être tout à fait honnête avec toi, je pense que je ne ferais pas les choses différemment parce qu'il fallait que je passe par là. Je pense que dans la vie, il y a certaines épreuves par lesquelles il faut qu'on passe pour soit apprécier ce qui vient par la suite,
ou soit pour mieux nous positionner pour ce qui vient par la suite aussi également. Je pense que le Gotrix aujourd'hui, sans l'expérience que j'ai acquise de par mes emplois, serait pas le Gotrix d'aujourd'hui. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que un comptable sans expérience, c'est différent d'un comptable avec expérience. Alors, il y a quelque chose qui manque dans l'expérience. Je suis un comptable qui n'a pas d'expérience. Alors, je pense aussi également que j'aurais pu faire le choix de soit me concentrer uniquement sur le travail et ne pas avoir de projet on the side. Mais je pense pas que j'aurais été heureux parce que le Gotrix me donnait espoir d'une vie un peu comme je le voyais un jour. Je savais qu'un jour, j'allais être à mon compte. Je savais qu'un jour, j'allais pouvoir me concentrer sur le Gotrix. Alors, de l'avoir de côté durant toutes ces années-là me faisait vivre un peu dans un espoir. Alors, non. Je pense que c'est mon parcours, c'était ainsi. Par contre, petite anecdote, c'est que j'ai voulu arrêter après le baccalauréat en sciences comptables. J'étais trop pressé de devenir entrepreneur. Je voulais immédiatement me lancer en propre compte. Et c'est mon ex-copine à cette époque-là et ma famille qui m'ont encouragé de continuer au DESS en comptabilité parce que c'était juste une année. Après ça, tu avais l'examen. Je voulais trop rapidement me lancer, mais c'était pas nécessairement le temps. Alors, c'est pour ça qu'il faut être patient. Le temps résout bien des problèmes. Ouais, non, c'est sûr. Je pense que tu as bien fait aussi là, à voir ta situation aujourd'hui. Puis comment tu vois la suite de Logotrix? C'est quoi comme ton idéal? C'est quoi ta vision de ce projet-là? C'est sûr que Logotrix, pour l'instant, ça reste mon petit bébé. C'est ce qui me permet de faire vivre ma passion pour l'entrepreneuriat jusqu'à présent. Mais c'est sûr qu'à terme, j'aimerais pouvoir bâtir une équipe pour pouvoir me détacher un petit peu des opérations éventuellement, pour pouvoir justement me concentrer peut-être plus sur vraiment le développement du business et l'acquisition de clients et pouvoir développer d'autres projets aussi. Je pense que actuellement nous avons une équipe, une équipe c'est trop dire, il y a quelques personnes qui m'aident à temps partiel lorsque je suis très occupé, et éventuellement d'avoir une équipe à temps plein de peut-être 2-3 personnes super compétentes pour s'occuper justement des mandats des clients. Ça peut être quelque chose de vraiment intéressant. Alors, c'est vraiment à voir. Mais je pense que le Gotrix, éventuellement, serait peut-être le cabinet qui va gérer les autres projets que je vais entreprendre. Alors, je sais au moins qu'au niveau comptabilité, il y a un cabinet qui prendra soin, ça c'est certain. C'est sûr que c'est super pratique, autant d'avoir les connaissances que d'avoir l'équipe, la structure en place et tout ça. Exact. Donc maintenant, je serais portée à vraiment aller plus du côté comptabilité parce que je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent, que pour eux, la comptabilité, c'est pas leur tasse de thé, si je peux dire, c'est pas quelque chose qu'ils aiment faire, puis qui ont plein de questions à ce niveau-là. Fait que je pense qu'une des premières questions que les gens se posent, c'est vraiment, je dirais, par où commencer? On peut peut-être prendre 2 scénarios parce que je sais qu'il y a beaucoup de distinctions. Donc, mettons qu'on prend le premier scénario, on prend quelqu'un qui veut se lancer comme travailleur autonome, un peu comme toi et moi l'on fait au début. Ce serait quoi tes meilleurs conseils pour ces gens-là? Pour se lancer comme travailleur autonome, le meilleur conseil que je pourrais dire, c'est, premièrement, il faut que la personne soit consciente que le statut de travailleur autonome et le statut d'employé, c'est des choses complètement différentes. Lorsqu'on se lance comme travailleur autonome, il y a des obligations fiscales auxquelles on fait face. L'employé, l'avantage de l'employé, c'est que l'employeur s'occupe de tout. On vient simplement au travail faire son 9 à 5, on rentre à la maison, on a une T4 qui nous attend à la fin de l'année. Le travailleur autonome doit, s'il fait les choses en bonne et due forme, doit s'enregistrer au REC en tant que propriétaire unique, qui est une forme juridique d'entreprise. Juste pour préciser, le REC, c'est quoi? Le REC, en fait, c'est le registraire des entreprises du Québec. Pour un travailleur autonome, de s'y inscrire va vraiment gagner en crédibilité au niveau des personnes avec qui il travaille, parce que si une personne t'engage pour un mandat et que la personne veut vraiment s'assurer que tu es, si je peux me permettre l'expression, legit du point de vue des autorités fiscales, il va aller au REC remplir les informations de soit ton nom ou du nom de la compagnie par laquelle tu travailles et vérifier justement est-ce que il est enregistré, son adresse, est-ce que tout est correct, parfait. Alors, ça donne une certaine assurance en fait au travailleur autonome de s'enregistrer au REC. Au-delà de ça aussi, ça permet aussi
de pouvoir s'enregistrer aux taxes. Bon, c'est sûr qu'on peut s'enregistrer aux taxes sans être au REC aussi, mais généralement, c'est une bonne chose d'être enregistré aux taxes de vente. Parlant des taxes de vente, pour le travailleur autonome, il y a une règle qui est très importante que bien souvent certains oublient lorsqu'ils se lancent. C'est la règle du travail autonome, c'est en fait des taxes de vente, pardon. C'est qu'on peut s'enregistrer aux taxes de vente au moment où est-ce qu'on commence les activités de travailleur autonome si on le désire. Par contre, il faut comprendre que lorsqu'on est enregistré, il y a une obligation de faire des remises, que ce soit annuelles, trimestrielles ou mensuelles. On peut faire le choix lorsqu'on s'inscrit. Si on n'est pas inscrit lorsqu'on commence les activités, l'obligation, selon la loi, va se créer au trimestre où est-ce qu'on anticipe de dépasser le 30 000 $ de revenus. Alors, durant le trimestre dans lequel on anticipe de dépasser le 30 000 $ de revenus, il y a l'obligation de s'enregistrer aux taxes de vente qui va justement se créer à ce moment-là. On devient obligé de s'inscrire aux taxes de vente, TPS, TVQ. Alors, c'est très important de comprendre que pour un travailleur autonome, s'il n'est pas enregistré aux taxes, il ne peut pas facturer les taxes. Pour facturer les taxes, il faut être enregistré et sur la facture, il faut indiquer son numéro de TPS et son numéro de TVQ s'il est résident du Québec. Oui, c'est un super bon truc d'ailleurs. C'est toi qui me l'as appris. Merci. Je pense qu'au début, j'ai fait l'erreur que beaucoup de gens font de charger des taxes sans être enregistré. Mais c'est sûr que c'est une étape super importante, là, comme tu dis, si on veut tout faire en bonne et due forme. Puis pour ces gens-là, pour les... Ouais, si tu me permets, je pense que je me lance dans une idée en fait de tout ce que le travailleur autonome doit penser. C'est sûr qu'il doit penser aussi à sa comptabilité. Il faut que ses chiffres soient à jour. Alors, je lui recommande souvent de soit fichier Excel pour faire le suivi ou un logiciel comptable pour faire le suivi. C'est sûr que lorsqu'on se lance au début, on n'a pas nécessairement les liquidités pour s'abonner à différents logiciels et autres, mais on peut commencer par Excel, faire un suivi et de planifier ses liquidités parce que le revenu du travail autonome est tributaire de ses rentrées de fonds. S'il n'y a pas de revenus, s'il n'y a pas d'entrée de fonds, s'il n'y a pas de facture émise et de paiement encaissé, le travail autonome n'a pas de fonds et il faut aussi anticiper souvent à la fin de l'année l'impôt à payer, puisque l'employé, l'impôt est prélevé durant l'année. Le travail autonome, l'impôt se paye seulement à la fin de l'année. Oui, c'est vrai. Parfait. Puis, une fois que le travailleur autonome est bien parti, s'est enregistré aux taxes, s'est enregistré son entreprise, il fait beaucoup de ventes, ce serait quoi la prochaine étape après? Je sais qu'il y a l'incorporation. Comment tu conseillerais les gens là, à travers cette évolution-là? Je dirais que le point critique que bien souvent les travailleurs autonomes vont se poser, c'est quand est-ce que je dois m'incorporer? Ou pourquoi je dois m'incorporer. Il faut comprendre que l'incorporation, c'est premièrement et avant tout une forme juridique, c'est-à-dire c'est une entité distincte qui est créée. Lorsqu'on est travailleur autonome, on est intimement relié à nos activités. Donc, tous les revenus qu'on génère, moins les dépenses, le bénéfice qui en ressort est imposé directement en les mains du travailleur autonome. Alors, lorsqu'on s'incorpore, c'est la société créée qui est une personne distincte qui vient maintenant payer son impôt des sociétés, qui est différent de l'impôt du travailleur autonome. Alors, quand est-ce que s'incorporer? Je pense que ça dépend vraiment de la situation, mais si on veut mettre peut-être la table pour un contexte général, je dirais qu'il y a deux volets. Tout d'abord, c'est la protection juridique. Moi, je pense qu'un travailleur autonome qui exerce dans un secteur qui est susceptible à des poursuites juridiques très fréquentes, peut-être s'incorporer pour être intéressant parce que s'il y a un cas de poursuite, c'est la société qu'on va poursuivre et non le travailleur autonome à son nom propre. Alors, souvent, si les activités sont souvent des activités à risque de poursuite élevé, s'incorporer va peut-être être une option pour protéger son nom personnel. Deuxièmement, d'un point de vue plus peut-être comptable, financier ou chiffre, moi, je vais souvent recommander de s'incorporer lorsque le revenu qu'on génère est supérieur à notre coût de vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si tu as besoin de 50 000 $ pour vivre par année et que tu génères 100 000 $ de revenus, peut-être incorporer pourrait être intéressant si le surplus, tu n'en as pas besoin absolument. Pourquoi? Parce qu'en tant que travailleur autonome, si tu génères 100 000 $ de revenus, on va dire hypothétiquement, c'est ton 100 000 $, tu t'imposes là-dessus. En tant que travailleur autonome, tu vas payer l'impôt sur les 100 000 $. Alors que si tu t'incorpores, tu peux te verser un salaire de 50 000 $ sur lequel toi, tu vas t'imposer
Et la société, elle va payer un impôt sur, effectivement, le revenu généré moins les dépenses, et le taux d'impôt de société va être un petit peu plus avantageux à ce moment-là. Alors, ça permet de laisser le surplus dans la société et nous de s'imposer seulement sur ce qu'on a besoin pour vivre. Alors, c'est vraiment le point critique, selon moi, quand s'incorporer, c'est vraiment lorsque les revenus qu'on génère commencent à être supérieurs à notre coût de vie. Après, l'incorporation, c'est pas chose facile parce que il y a des obligations qui sont créées à ce moment-là, administratives auprès du REC et fiscales également, comptables. Il y a des honoraires reliés à ça. Donc, souvent, certaines personnes vont simplement décider de rester travailleurs autonomes, même si les revenus qu'ils génèrent sont supérieurs à leur coût de vie, simplement parce qu'ils ne veulent pas toute l'espèce de tracas administratif, fiscal, comptable créé par une société. OK. Puis comment tu démêlerais justement ce tracas-là? Comment tu pourrais rendre ça simple peut-être dans l'esprit des gens? C'est là que rentre en compte de faire appel à un professionnel de la comptabilité et de la fiscalité, parce que lui pourra, si on ne veut pas s'occuper de ces responsabilités administratives-là, il pourra s'occuper, par exemple, de tout l'aspect de faire le bookkeeping, la tenue des livres, garder les livres à jour, faire les états financiers, faire la déclaration d'impôt de société, faire les remises de taxes de vente, faire les remises de déduction à la source si tu décides de te verser un salaire, faire les T4 à la fin de l'année. Alors, il va vraiment t'accompagner vraiment dans remplir toutes tes obligations fiscales, non seulement au niveau de la société, mais au niveau du particulier aussi également. Après, il y a des particuliers qui sont très autonomes, qui sont très éveillés en termes de gestion financière. Eux, de leur côté, ce qu'ils peuvent faire, c'est faire le bookkeeping. Ils peuvent s'occuper eux-mêmes, en fait, se discipliner à faire eux-mêmes le bookkeeping, c'est-à-dire la tenue des livres de leurs activités. Le comptable viendra juste à la fin d'année à ce moment-là aider plus pour la déclaration d'impôt et les états financiers. Le travailleur autonome ou le travailleur autonome maintenant propriétaire de l'entreprise peut aussi faire les remises de taxes par lui-même, les remises de déduction à la source par lui-même, s'il se sent habile à utiliser le portail de Revenu Québec ou de Revenu Canada. Alors, ça dépend vraiment d'à quel point le travailleur autonome se sent à l'aise de baigner dans ce monde d'obligations fiscales qui va déterminer comment il peut s'en sortir dans ce tracas-là. OK. Ben non, je comprends, c'est quand même complexe, mais de ce que je comprends, ça vaut quand même la peine de s'enregistrer une fois qu'on fait quand même un montant relativement plus grand que ce qu'on a besoin pour vivre, parce que après ça, on va juste pouvoir engager quelqu'un puis donner une petite partie de cet extra-là à la personne qui gère les obligations, puis que nous, à la fin de l'année, on puisse payer moins de taxes que si on était travailleur autonome. Effectivement. Mais c'est sûr que, dit ainsi, c'est vraiment vulgarisé et simplifié, mais c'est peut-être un peu plus technique parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même le principe d'intégration, sans rentrer dans les détails. De s'incorporer, ça permet simplement de laisser plus le surplus de liquidité dans la société, mais la société paye un impôt aussi également de son côté. C'est sûr dans les mains du particulier, définitivement, qu'il va payer moins d'impôts. Il est évident que si toi, par exemple, tu devais t'imposer 50 000 $ au lieu de t'imposer 100 000 $, tu payes beaucoup moins d'impôts en tant que particulier. L'impôt corporatif est un peu plus avantageux que l'impôt du particulier. Par contre, les autorités fiscales savent très bien que la corporation, les liquidités qui restent à la corporation doivent être un jour remis entre les mains du contribuable. Et lorsque c'est remis entre les mains du contribuable, il paye un impôt également. Alors souvent, pour vraiment voir s'il y a une économie d'impôt qui est générée, il faut comparer l'impôt si le revenu avait été gagné 100% dans les mains du contribuable et l'impôt payé par la compagnie plus l'impôt payé par la portion du revenu qui est remis au contribuable. OK, je comprends. C'est bon, c'est une bonne distinction. J'espère qu'on donne pas mal à la tête aux gens avec ces trucs comptables. S'il y avait une chose là, que les gens doivent retenir de mettons, ton meilleur truc que tu aurais à donner, ce serait quoi? Je pense que pour les travailleurs autonomes, de mon humble avis, d'un esprit entrepreneurial, d'une formation comptable, je pense que souvent les gens hésitent beaucoup à consulter un professionnel lorsqu'ils commencent dans le domaine des affaires. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Un professionnel de la comptabilité ou de la fiscalité, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire lorsque vous lancez. Pourquoi? Parce qu'il va permettre de vous outiller et de vous faire connaître comment le système fonctionne pour que vous puissiez aller chercher le maximum du système.
une chose que les travailleurs autonomes négligent souvent, c'est les dépenses auxquelles ils ont droit de déduire. Je pense que mon meilleur truc que je pourrais donner actuellement, c'est à tous les travailleurs autonomes qui nous écoutent, et si vous êtes déjà au courant des dépenses auxquelles vous avez le droit, c'est super. Mais pour ceux qui se doutent peut-être qu'ils ne savent pas, contactez votre comptable le plus rapidement et ayez une discussion avec lui pour faire une espèce de brainstorm de toutes les dépenses qui pourraient être applicables à votre situation. De cette façon, vous allez être capable de réduire au maximum le revenu sur lequel vous allez payer l'impôt à la fin de l'année. Oui, je pense que c'est un super bon truc, super concret. Parfait. Est-ce que tu avais d'autres choses à partager à ce niveau-là ou c'est pas mal, ça fait le tour, juste être sûr que je manque pas de questions? Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre aussi si aujourd'hui on voulait vraiment faire un focus sur les travailleurs autonomes freelance, pour ceux qui sont canadiens ou assujettis à l'impôt au Canada, bon, je vous dirais, soyez très assidus quant au suivi de vos dépenses, mettre de côté. On vous suggère de mettre à peu près 30% de vos revenus de côté pour l'impôt à la fin de l'année. Parce qu'en tant que travailleur autonome, vous payez les cotisations, parce qu'au-delà de l'impôt, il y a les cotisations salariales qu'il faut payer également. Le travailleur autonome paye la portion employé et employeur pour certaines de ces cotisations-là, des retenues à la source. Alors, mettre 30% des revenus que vous générez de côté, soyez à cheval sur vos dépenses. Et n'hésitez pas à utiliser le véhicule du REER pour réduire votre revenu imposable. Contribuer à votre REER, ça vous permet d'économiser sur l'impôt à la fin de l'année. Ce que je pourrais dire aussi également, contribuer à votre REER vous permet de soit, vous pouvez faire un retrait, soit pour acquérir une résidence éventuellement via le régime du RAP, ou soit pouvoir financer un retour aux études si jamais ça vous tente de revenir au Canada vous établir et de poursuivre des études. Alors, sans oublier de consulter un professionnel pour vous accompagner justement dans ces démarches-là. Super, merci pour tes bons trucs. Pour finir sur une note plus douce, j'ai juste envie de te poser des petites questions plus le fun. Ce serait quoi ton meilleur conseil en termes de productivité? Je pense que c'est faire peut-être, je pense, bon, déjà moi, présentement, un de mes objectifs cette année, c'est de vraiment améliorer ma productivité. Alors, si je peux donner un conseil, je pense que le conseil, ça va être peut-être une des mandats ou des tâches que je me suis donné cette année, c'est vraiment de mieux organiser mon temps en ce qui est planifié et a plus de chances d'être fait. Donc, de planifier les tâches et de mettre les tâches dans l'agenda, de booker clairement des périodes de temps, allouer des périodes de temps. Et lorsqu'on fait ces tâches-là, c'est vraiment de s'assurer de focus dans ces tâches-là. C'est la meilleure façon et de faire une tâche à la fois. Souvent, lorsqu'on va se lancer sur une tâche, on va être dérangé ou on va avoir une idée pour autre chose, mais lorsqu'on déconnecte pour faire autre chose, on perd un peu de temps de se remettre dans le bain de la tâche qu'on effectue. Alors, c'est quelque chose que cette année, ça marche très bien pour moi, de mettre la tâche à l'agenda et de focuser que sur cette tâche-là dans le temps alloué. Et cette façon-là, je suis capable de faire ce que je planifie durant ma journée dans le temps imparti. Sinon, je pense qu'il y a des très bonnes astuces. Je pense que les recettes, en fait, je pense pas qu'il y ait une recette applicable à tous. Les recettes, il y en a qui fonctionnent pour nous, d'autres qui fonctionnent un peu moins bien. Alors, on va souvent l'adapter, le modeler aussi à comment on fonctionne. Alors, à adapter à votre sauce. Mais je pense que c'est un bon conseil, puis c'est drôle parce que j'en discutais hier avec des amis, puis on était justement en train de dire que c'est fou à quel point des fois de faire d'autres choses à travers la tâche qu'on fait, ça peut nous perturber pendant longtemps. Puis le truc, c'est vraiment de juste cliquer sur un onglet, puis dès que tu as envie de faire d'autres choses, soit de regarder ton cell ou de changer d'onglet, d'aller voir tes courriels, tu bloques. La seule chose que tu peux faire au lieu de faire d'autres choses, c'est d'arrêter, de regarder ailleurs, puis de juste attendre que ça te tente de continuer la tâche. En tout cas, exactement. Faut que j'essaie ça. Ah non, c'est un bon truc. Et quelque chose que je fais aussi, c'est que lorsque on va dire, je suis en train de faire une tâche et que je regarde mon téléphone, aussitôt que je touche à mon téléphone, je me fais un décompte. En fait, c'est quelque chose que j'ai appris dans un podcast. Je me fais un décompte 5, 4, 3, 2, 1. Je lâche le téléphone et je me remets à faire ce que j'étais en train de faire.
Ouais, c'est bon, faudrait que j'essaie ça aussi. C'est vrai, les décomptes, j'ai entendu ça souvent, le 5, 4, 3, 2, 1, autant aussi pour prendre action pour comme des trucs qui te font peur, je pense. OK, super. Puis mon autre question, c'est ton meilleur truc au niveau mindset. Moi, je pense que le mindset, de mon humble avis, le mindset, c'est tout. Mindset is everything. Je pense qu'aujourd'hui, mon meilleur asset, mon meilleur actif, c'est mon mindset. Ce que j'ai qui vaut le plus de valeur, c'est mon mindset. Je pense que aujourd'hui, j'ai l'impression que je pourrais échouer, mais avec le mindset que j'ai, je me relèverai aussitôt pour recommencer. J'ai l'impression qu'on peut me mettre dans n'importe quel autre pays, je vais réussir à me débrouiller parce que j'ai réussi à travers le temps à forger un mindset d'entrepreneur, un mindset de fonceur, un mindset de travailleur. Et je sais exactement ou presque ce que je veux accomplir. J'ai développé à travers les lectures, les podcasts. J'écoute beaucoup de podcasts aussi lorsque je suis dans mon auto, à bâtir un mindset de quelqu'un qui est motivé en fait à juste se réaliser. Je pense que c'est la meilleure façon de dire ça. Et pour bâtir son mindset, pour moi, c'est les livres qui m'ont beaucoup aidé. De lire des livres qui sont diversifiés, pas simplement axés sur l'entrepreneuriat. Je pense que des livres axés sur le développement personnel aident d'une façon ou d'une autre à développer aussi son mindset. S'entourer aussi, je pense que ça aide beaucoup à développer son mindset. Quand on est tous dans le même état d'esprit, ça nous encourage, ça nous donne un petit boost. Et je pense que l'analogie que je fais souvent lorsque je parle de mindset, c'est de me dire, là, on prend par exemple une plante. Une plante, pour qu'elle grandisse de façon saine, ça lui prend deux choses. L'eau et la lumière, pour que la photosynthèse puisse opérer. Alors, il faut se mettre dans un état d'esprit propice justement à se développer. Pour ça, ça prend ce qui va nourrir le mindset. Alors, il faut s'alimenter, que ce soit par de la lecture, les livres ou notre entourage. Il faut se nourrir de choses qui vont vraiment venir forger de notre mindset. Alors, chacun ses trucs, mais je pense que la lecture, définitivement, c'est un must. Ouais, ben c'est sûr que moi aussi, là, c'est vraiment une grosse partie de ma vie, je l'avoue. J'ai une dernière question flash pour toi, parce que je sais que tu es le pro des relations, que ton entreprise de comptable est beaucoup basée sur bâtir des relations humaines avec les gens. Et ce serait quoi ton meilleur conseil à ce niveau-là? OK, tu touches sur un bon point parce que je pense que si je devais me qualifier aujourd'hui, je dirais premièrement, c'est mon mindset. Deuxièmement, j'ai une passion pour les humains. J'ai vraiment une passion pour les relations humaines. Et je pense que le livre qui est vraiment venu confirmer cela, c'est How to Win Friends and Influence People. Comment se faire des amis et influencer les autres, qui est pour moi un incontournable, qui devrait être la Bible, qui devrait être le Coran, en fait, des humains. C'est un must, ce livre, parce que on a des habitudes, malheureusement, on adopte malheureusement des mauvaises habitudes dans le comportement qu'on a avec nos pairs. Je pense qu'on oublie souvent que derrière tout ce qu'on veut dans la vie, Tania, derrière tout ce qu'on veut dans la vie, il y a des humains derrière. Et que ça soit, par exemple, tu veux acheter une maison, c'est le courtier immobilier, c'est le courtier hypothécaire qui va t'aider. Tu veux acheter une voiture, tu veux prendre l'avion, tu vas voir l'hôtesse de l'air, tu vas voir l'agent à la réception à l'aéroport qui va t'aider. Les humains avec qui tu interagis. Alors, j'ai compris que si tu savais comment entretenir de bonnes relations avec des humains, c'est une espèce de life hack sur comment obtenir tout ce qu'on veut dans la vie. Et ça, c'est pas dans l'optique utilitariste de simplement le faire parce qu'on veut avoir quelque chose, mais c'est simplement parce qu'on se rend compte que on améliore la vie de ces personnes avec qui on interagit. Quelque chose que j'ai fait depuis plus de 2-3 ans le plus possible, c'est lorsque je vais par exemple chez Starbucks ou chez McDonald's prendre un café, j'essaie toujours d'appeler le caissier ou la caissière par leur propre nom et à chaque fois la réaction est toujours la même, c'est comment ça se fait que tu connais mon nom? Parce que ces gens sont habitués à se faire traiter comme des numéros. Un café s'il vous plaît, certaines personnes ne vont même pas dire s'il vous plaît, t'as oublié ça. On va impersonnaliser nos relations humaines lorsqu'on interagit souvent avec ces gens-là. Alors que lorsque tu arrives, tu dis bonjour Tania, je prends un café de sucre, s'il te plaît. Tania va se sentir interpellée comme c'était son ami, comme c'était un membre de sa famille qui l'appelait. Je veux dire, ça crée vraiment une relation complètement différente. Et souvent, ce que j'ai réalisé, c'est que ces personnes-là vont être beaucoup plus enclins à nous offrir un service qui va au-delà de ce qu'ils offrent à la plupart des gens.
Alors, c'est vraiment parce qu'ils se sentent plus humains, ils se sentent mieux interpellés. Et j'essaie d'appliquer ça un petit peu avec toutes les relations que j'ai. Et dans ce livre-là, il y a beaucoup d'astuces qui nous aident, que ce soit dans la négociation de contrats, que ce soit dans la famille, comment entretenir nos relations et comment juste négocier, pas négocier, mais comment réagir face à des gens qui ne font pas nécessairement ce qu'on veut. Parce que dans la vie, quand on parle, quand on fait quelque chose, c'est souvent pour en tirer bénéfice nécessairement, sans tenir compte de l'intérêt de l'autre personne. Alors malheureusement, c'est ainsi que l'être humain est fait, mais ce livre-là permet de corriger un peu cet aspect-là. OK. Ouais, ça fait vraiment longtemps que j'ai lu ce livre-là, mais je me souviens, il m'avait aussi quand même marqué. Et c'est sûr que c'est des points qui font vraiment du sens. Puis, tu sais, des fois, on se dit, ah, ben ouais, c'est la base, mais on les oublie, tu sais. Puis, comme tu dis, les relations, c'est tout, tu sais, dans la vie. Exactement. Parfait. Finalement, où les gens peuvent te retrouver pour en savoir plus sur toi, pour peut-être recourir à tes services aux besoins dans le futur? C'est où tu es présent sur les réseaux, sur Internet et tout ça? Les gens peuvent nous rejoindre personnellement sur Instagram, Junior Baramba LGE. Sinon, notre page Facebook, Instagram et LinkedIn, c'est le Gotrix Service Comptable. Nous avons un site Internet. Nous avons des bureaux situés au 2727 Saint-Patrick, 109, à côté du marché Atwater. Alors, les gens peuvent nous rejoindre en ligne, en personne. Nous sommes disponibles par les deux moyens, en fait, par ces deux canaux-là. Alors, voilà les moyens. Sinon, mon numéro de téléphone, 514-589-4330. Mon courriel, info@legotrix.ca pour avoir plus d'informations par rapport à nos services comptables. Super. Merci. Juste préciser le Gotrix parce qu'il a dit de même. Je ne suis pas sûre que les gens vont savoir comment l'écrire. Je vais mettre les liens dans la description de l'épisode, mais c'est LEUGOTRX qui représente ton nom et un petit aspect technologique de ce que je comprends. Exactement, ouais. Mais merci beaucoup de ton temps. Merci de t'être prêté au jeu. Puis pour tous les conseils que tu as donnés, je suis sûre que ça va éclairer plusieurs personnes, puis juste des fois les motiver à justement demander des conseils plus poussés ou c'est ça, procéder là, aux premières étapes pour gérer leur comptabilité avec confiance. Merci à toi pour l'invitation. Merci pour ton parcours. Tu es très inspirante en passant. Merci de nous inspirer au quotidien sur tes réseaux sociaux. Un gros merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. J'espère qu'il t'a apporté beaucoup de valeur et qu'il t'a motivé à prendre action dès maintenant. N'oublie surtout pas que chaque personne qui t'inspire a commencé quelque part et que c'est en étant constant qu'on atteint de grandes choses. Si tu veux m'aider à rejoindre le plus de gens possible qui ont envie de Viséo, juste à t'abonner à ma chaîne et à laisser un review. Pour partager ton aventure entrepreneuriale avec d'autres gens hyper motivés, juste à rejoindre le groupe Facebook Viséo. Bonne journée et à bientôt!